Bonjour à tous, bienvenue dans Geek en série pour une émission à l'atmosphère frigorifique, entourée de chauves-souris, de toiles d'araignée. Vous l'avez compris, on vous fait une spéciale Halloween qui sera pour vous un petit peu en retard, mais sachez que nous l'enregistrons le 31 octobre. C'est fantastique, n'est-ce pas, James? T'as une Bonjour semaine à de toi. retard. Hein. Oui, mais c'est pas grave, c'est toujours Halloween, c'est comme ça. Tu vas bien? Oui, ça va. Ouais, la pêche? La pêche, l'abricot. Ouais, c'est fantastique, que d'humour. Et cette semaine, semaine, James, nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous les fantômes des Halloween passés. Non, je rigole. Nous avons avec nous une équipe justement qui fait un podcast qui est tout à fait dans notre thème, un podcast consacré aux films d'horreur. Donc nous avons avec nous Ludo, Aurélie et Valérie. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter et présenter un peu votre podcast, votre jeune émission à nos auditeurs, comme ça, s'ils ont envie un peu de se trouver des idées de films d'horreur à regarder, vous êtes là pour ça. Disons que Tu aimes les films d'horreur, c'est un podcast qui raconte les films d'horreur. En fait, au départ, moi, j'aime les films d'horreur, j'écoute beaucoup de podcasts, et quand j'ai voulu allier les deux, à savoir écouter un podcast qui parle du cinéma d'horreur, je me suis vite rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup en français. Alors je me suis dit, vu qu'il n'y en a pas, on va le faire. Et donc on l'a fait, on s'est réunis à 4, maintenant on est 5 avec Cyril, le nouveau venu, pour raconter les films d'horreur à ceux qui aiment les films d'horreur, mais aussi à ceux qui les aiment pas. Donc dans un ton plutôt léger, comme ça fait disparaître l'élément peur et c'est accessible au plus grand nombre. Ok, c'est plutôt pas mal, hein, vas-y. Hein, James, comme présentation. Oui, c'est plutôt pas mal. Et puis le podcast, j'en ai écouté 4 maintenant. Et ouais, j'apprécie bien l'émission, c'est assez sympa. Et en plus, comme on aime beaucoup le genre chez Geek en série, et bah ouais, c'est cool. Ouais, c'est vrai, puis des fois il y a des films que j'avais totalement oubliés, genre Eden Lake, vous m'avez rappelé des souvenirs. Et je me rappelle pourquoi je l'aime pas. J'avais pas vu The Descent et j'avais pas vu Eden Lake et j'ai apprécié quand même le podcast. Ça t'a donné envie de les voir? Non, ça m'a pas donné envie de les voir, mais ça m'a fait rire, donc... C'est déjà ça. C'est déjà bien. Ok, bon alors on a un programme quand même assez chargé. Juste avant de nous lancer dans notre revue des séries, James, peux-tu rappeler où en est le classement de la fameuse bataille des séries? Une bataille acharnée, n'est-ce pas? Oui. Et ben cette semaine, pas de notes, puisqu'on va pas parler de séries à proprement dit. Mais on va vous rappeler le classement. Alors en 3ème place, c'est Defender qui a la note de 10. Donc qui est un peu en tout dernier tableau. Pour l'instant, vous dire, on a trop serré à noter, James. C'est toi qui tu m'as noté les séries dans le désordre. Oui, ça fait du suspense. D'accord. En 2ème place, c'est Mindhunter, dont on nous a parlé la semaine dernière. Non, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, excusez-moi. C'est l'habitude de Comedy Discovery. Donc, il y a 15 jours, qui a 16,75. Donc, on passe du 10 au 16,75. Il y a un gros écart entre les deux. Et la première place, c'est This Is Us avec son 17,3. Donc voilà. Une série qui le mérite. Les deux le méritent. Hein. Ouais. Et Mindhunter qui est un très bon truc à regarder à Halloween, je pense. Oui, pourquoi pas, en effet. Voilà, ça reste dans le thème. Oui, voilà. Alors je rappelle que vous pouvez toujours voter pour ces séries, parce que si vous ne découvrez que maintenant, vous dites mince, j'avais envie de voter pour Defender What, vous pouvez toujours, puisque le classement risque de changer jusqu'à la fin de la saison, où là on fera le bilan complet. Est-ce que nos invités ont peut-être envie de réagir sur ce classement? Est-ce que vous connaissez ces séries ou vous avez envie de les découvrir? Quelqu'un a envie de parler? Lancez-vous, sinon je donne la parole à tour de rôle. Oui, moi, This Is Us, ça va pas être trop mon délire, hein, parce que moi je suis quand même monomaniaque, hein, je suis quand même assez film d'horreur. Donc, série d'horreur ça passe, hein, mais alors là, This Is Us, ça reste un peu trop... Tire larme et dramatique. Ouais, voilà, c'est ça, Moi j'aime bien dans le cinéma ou dans les séries voir du spectaculaire, de l'extraordinaire, et voir la vie des voisins d'à côté. C'est pas mon truc. Effectivement, c'est... Oui, voilà, si c'est pas son truc. Après Mindhunter, peut-être ça t'intéressera un peu plus. Alors j'ai regardé, suite justement à votre podcast, j'ai regardé toute la première saison. Et en fait, j'ai assez adhéré quand même. Je trouve ça assez bien fait. Il y a des trucs que j'aurais pas mis dedans, moi, la relation avec sa femme, enfin avec la gonzesse qui rencontre, avec sa copine. Ouais, j'ai pas trouvé ça pertinent parce qu'en réalité ça évolue pas trop, ça finit assez vite. Bon, je vais pas en dire trop parce que je sais que vous spoilez pas, nous on spoil allègrement, mais pas vous. Alors moi, j'ai vu Mindhunter la première saison, j'ai adhéré aussi, hein, on a bien aimé regarder cette série. Que je trouve assez bien faite.
Et puis après The Defenders, oui, voilà, tous les Marvel, c'est vrai que on est un peu à fond dedans. On les a quasiment tous vus. Tout ce qui, toutes les séries qui tournent autour de The Defenders, et c'est vrai que elle est pas mal. Ouais. Alors moi sincèrement, c'est vrai que alors aucune des 3 séries je connais. Voilà, je suis un peu le boulet de la série. Mais c'est vrai que après j'en ai un peu entendu parler. C'est vrai que Mindhunter, ça me tente bien d'essayer de creuser et de choper la série. Bah, tu peux tester le mois gratuit Netflix et puis comme ça tu testeras Mindhunter et puis peut-être Defender si t'as envie. Bon, je te conseille pas trop Defender parce que c'est pas la meilleure série possible, mais Mindhunter et Daredevil qui va bientôt arriver en saison 3. Ok, d'accord, merci James. Bon, on va se lancer dans la revue de série parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Elle a un programme chargé, il faut pas trop divaguer de son programme. Non. Alors on va tout de suite se lancer justement pour rentrer dans le thème de la peur avec des nouvelles de la série X-Files qui donc va revenir en 2018 pour 10 épisodes, pour une saison 11 donc, et on a vu les premières images de cette saison et on a surtout appris le départ de Gillian Anderson. Donc cette saison 11 sera la dernière. Alors je me tourne vers nos invités, je vais donner la parole peut-être à Aurélie. Me semble que tu m'avais dit que tu avais vu la série. Est-ce que toi tu es contente de ce nouveau retour ou tu penses que c'était un retour qui était inutile à l'image de la saison 10 qui était un peu ratée? Alors voilà, moi c'est vrai que c'était ma petite série d'enfance. Moi j'adorais, déjà j'étais une petite passionnée de l'horreur. Et c'est vrai qu'X-Files se posait bien, le générique m'empêchait de dormir presque. Et du coup quand ils ont sorti la saison 10, je me suis dit tiens X-Files ça me plaisait bien, je vais essayer. Et sincèrement j'ai pas du tout réaccroché. Alors je sais pas si c'est à cause de la série ou si c'est moi qui ai un peu trop évolué par rapport à la série. Mais du coup, je crois que au bout de 3 épisodes, j'ai complètement relâché X-Files, quoi. J'ai même été déçue. Je m'attendais à ce petit rengain que j'avais quand j'étais gamine, et là, il y a rien qui s'est passé, quoi. Ouais, non, mais t'as pas été la seule à être déçue. C'est vrai que cette saison 10, déjà, point de vue mythologie, ça changeait beaucoup de choses. Et beaucoup de gens étaient frustrés. On nous teasait tout le temps l'enfant de Mulder et Scully, on le voyait pas. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et c'est vrai que j'étais super déçue, parce que moi pareil je suis une grande fan, et j'étais déçue déjà par la fin de la saison 9, et cette saison 10 pour moi c'était un moyen d'avoir une continuité dans l'histoire, et j'ai pas eu ce que je voulais. Donc c'est vrai que la saison 11 ça me fait un peu peur. James, si vous voulez réagir? Ouais, les gens qui voudraient notre avis un peu plus sur la saison 10 et même sur X-Files, sachez que sur la chaîne de l'Amicale du Geek, on a fait une vidéo qui retrace un peu tout X-Files, et on a fait un live avec les showrunners et avec Riley de Pourquoi Buffy c'est génial, où on reparlait de cette saison 10 où on était tous un peu mitigés sur la saison. Moi je sais que je sais même pas si je la regarderai parce que j'avais regardé la saison 10 vraiment pour préparer le live et en traînant un peu les pieds parce que c'est pas une série. Parce que je t'ai harcelé aussi. C'est une série que j'aime bien et j'ai regardé 2-3 épisodes comme ça, mais je me suis jamais fait l'intégrale de X-Files et j'ai vraiment été déçu par cette saison 10 il y a certains trucs qui sont sympathiques, mais ça, je pense que ils se sont un peu perdus. Et je trouve que le départ de Gillian Anderson, je pense qu'elle a raison. Elle a fait des trucs 10 fois mieux que cette saison 10. American God et The Fall. Franchement, moi, s'il y a une seule série à regarder, la vieille X-Files, mais une seule série à regarder nouvelle avec Gillian Anderson, regardez The Fall qui est vraiment très 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 cool. Et il faut qu'elle retourne dans des trucs comme ça lui va bien. Ok. Ou Hannibal. Et Ludo, oui, Hannibal, c'est vrai, Hannibal. Elle est vraiment. Et Ludo, cool, toi justement, est-ce que tu es un familier de X-Files? Alors moi j'adore. J'adore et je vous trouve sévère parce que forcément passer de saison à 24 épisodes à une saison à 6 épisodes, ça laisse beaucoup moins de possibilités pour dérouler une histoire. Donc après bon, ils ont vieilli, c'est pas mal quoi de les voir après quoi. Enfin, ils étaient tout jeunes, tout fougueux au départ. Bon, maintenant ils sont plus calmes, plus posés. Moi honnêtement, j'ai retrouvé direct l'ambiance X-Files. Peut-être que c'est nous aussi qui avons vieilli. C'est possible aussi, mais moi ce qui m'a gêné c'est vraiment des choses qu'elle est au niveau de la mythologie, des choses qui a été dites dans la série et qui sont contredites. Dans cette saison 10, il y avait un petit souci sur ça, donc c'est surtout ça. Après c'est que Mulder et Scully... Ça a toujours été le concept d'X-Files, de la désinformation. Donc on apprend quelque chose pour apprendre quelques saisons après que c'est faux. Que c'était faux, oui.
Je crois que c'est dans la saison 5 ou dans la saison 6 où en fait on se rend compte que la sœur de Mulder en réalité elle a jamais été enlevée par les extraterrestres alors qu'on nous a fait croire. Un spoiler de ouf. Mais moi je l'ai dit, hein, j'ai annoncé. La toute fin de la sœur de Mulder, c'est dans la saison 7, juste avant le premier départ de David Duchovny. C'était un moyen en fait de conclure l'histoire de Mulder. Ouais, voilà. Oui, elle est vraiment très fan d'X-Files. Je pense que vous pouvez lui dire un numéro de saison et d'épisode, elle peut vous résumer l'épisode en 30 secondes. Moi j'avoue que j'en ai pas autant de souvenirs. Moi ça fait partie de ces séries que voilà, j'ai enregistré sur cassette vidéo, j'ai regardé souvent, enfin j'ai les guides, j'ai tout, donc ça je connais tout par cœur. Mais au niveau du départ de Ian Anderson, pour moi je me dis c'est impossible qu'il continue sans Scully. Alors oui, ils avaient réussi à continuer sans Mulder. Le personnage de Doggett, l'agent Doggett, était quand même bien sympathique avec. D'ailleurs, il revient dans oui, justement. Alors Robert Patrick aimerait bien revenir, donc. Ah non, c'est Reyes qui revient. Et Reyes, oui, aussi revient. Mais du coup, je me dis, est-ce que, et je pose la question à tout le monde, est-ce que vous pensez que la série X-Files peut continuer sans Scully? Alors le premier qui veut répondre. Oui, vas-y. Alors moi, je pense que oui. Parce que pour moi, hein, depuis toujours, c'est peut-être parce que je suis un garçon, mais pour moi c'est Mulder quoi, tout tourne autour de Mulder. C'est lui qui a ouvert les affaires non classées, c'est lui qui croit aux extraterrestres. Parce que lui, il a une caution de scientifique de cartésienne pour lui remettre les pieds sur terre pour pas qu'il parte dans tous les sens. Mais en réalité, ça tourne autour de Mulder. On le voit dans la première ou la deuxième saison, je suis pas sûr. Quand Gillian Anderson est tombée enceinte, elle a quitté la série pendant 2-3 épisodes et ça tournait X-Files. Ouais, mais c'est pas les meilleurs épisodes, je trouve, quand elle est pas là. Enfin, celui avec les vampires, par exemple, il était pas terrible. Hein. Oui, c'est vrai. Alors moi, je pense que, l'un va pas sans l'autre pour moi. Pour moi, tu dis X-Files, tu penses à Scully, Mulder, tu fais tout de suite l'association et de par conséquent avec les acteurs Duchovny et Anderson, quoi. Moi, je trouve ça triste. Oui, mais enfin, ils ont réussi quand même à faire 2 ou 3 saisons sans Mulder ou enfin avec des petites apparitions. Et, alors, une saison sans qu'on voit Mulder à part dans le final. Et la saison 8, ils ont fait toute une moitié de saison sans qu'on le voit. Ah oui, c'est très précis, c'est très précis. et je trouve que moi, ces épisodes-là, c'est ceux que j'aime le moins. D'accord. Ceux sans... ceux sans Mulder, c'est ceux que j'aime le moins. Ouais, donc voilà, sans Mulder. Ouais, mais voilà, Scully, tu l'as pas vu pendant pas trop longtemps. Donc t'as pas eu le temps de... tu vois ce que je veux dire? Scully, elle a quand même le mauvais rôle dans la série, à savoir c'est elle qui est tout le temps une rabat-joie, quoi. Oui, mais dans un sens, elle met en lumière du coup aussi son partenaire. Parce et que la série, c'est l'évolution de Scully aussi. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y a une évolution de deux. Sur la fin, elle croit un peu plus. Oui, mais elle est obligée. Donc il y a ça aussi. Elle est obligée, il n'y a plus Mulder. Ouais, mais pour moi, c'est pour ça qu'ils vont pas l'un sans l'autre, parce que justement, ils sont tellement opposés de par leur caractère qu'en fin de compte, ça les rend complémentaires. Pour moi, je vois ça comme ça. Je suis d'accord sur la complémentarité. Surtout que l'un arrive à calmer l'autre, il s'apporte des choses. Et c'est vrai que Scully, Mulder sans Scully, j'ai un peu peur pour Mulder parce qu'il aura personne pour lui poser des limites et ça peut être dangereux pour lui. Donc ça peut apporter quelque chose d'intéressant tout en tuant le perso aussi, à moins qu'il fasse une nouvelle dynamique. Alors c'est vrai qu'on teasait beaucoup leur enfant, le retour du fameux William. Et avec les images qu'on a vues et des images de tournage et tout, est-ce que vous, dans vos attentes, vous pensez qu'on va enfin voir cet enfant et que cet enfant prendrait la place de Scully? Alors honnêtement, j'espère pas. Hein. Ouais, moi je trouve que ça aurait pas sa place en fait. On s'en fout un peu de William, non? Ouais, voilà. On n'a pas eu le temps de s'attacher au gamin parce qu'il dès qu'elle accouche, il dégage quoi, le gamin, on le voit plus. Mais moi, tu vois, William, il me fait peur. Je le verrais plus en méchant. Parce qu'avec les pouvoirs et tout. Le nouveau âme à la cigarette. Non, mais tu vois, genre Chronicle, tu vois. Non. Bah, oui, écoutez... pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Bah écoutez, donc vous êtes dans l'attente quand même de cette saison 11 pour conclure sur le sujet ou vous n'avez pas regardé? Toi, oui? Personnellement, oui aussi. Hein, j'avais bien aimé quand même la saison 10, malgré tout. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Moi, pour la curiosité. Ok, bah moi parce que je suis super fan, donc il faut que je regarde. Ouais, non, moi j'attends. Ouais, mais toi tu seras obligé de regarder. Merci, tu vas subir, James.
Alors J'ai l'habitude. très vite, pour toujours rentrer dans notre sujet favori de la peur, on a vu une petite info intéressante, le trailer mystérieux d'une nouvelle production de J.J. Abrams. Et donc J.J. Abrams, c'est le roi du mystère, le roi du teasing. Cette série s'appellerait Castle Rock et en fait elle se passerait dans l'univers de Stephen King. Certains parlent d'un univers étendu, d'autres parlent de référence à une série genre Still Once Upon a Time mais dans l'univers de King. En bien. Arrête, je suis fan de Once Upon a Time. Ah, pas moi. Alors moi j'étais fan jusqu'à la saison 5-6 qui sont juste de la grosse merde, mais celle qui est en ce moment redonne de l'espoir. Mais c'est pas le sujet de l'émission. En tout cas sachez que dans cette série mystérieuse, on retrouvera Sissy Spacek qui jouait donc Carrie dans le film de De Palma. Également Bill Skarsgård, si je prononce bien, qui est le nouveau Ça. Et un acteur que nous apprécions le nouveau beaucoup. Pennywise plutôt. Voilà, mais c'est pareil. Et un acteur que nous apprécions avec James, le merveilleux acteur magnifique au crâne bien rasé et luisant, Terry O'Quinn, qu'on avait vu dans Lost. Oui. John Locke, voilà, Forever. Et donc c'est vrai que ça donne un peu l'eau à la bouche. Je sais pas si vous... Enfin, il me semble que vous êtes des fans de Stephen King. Ouais, moi oui. Toi oui. Ouais. Alors moi c'était beaucoup ses romans en fait. Bah oui, mais en même temps c'est ça Stephen King. Ben oui, mais voilà, c'est non mais parce qu'après je veux dire il y a eu quand même quelques films qui sont inspirés de ses romans beaucoup la malédiction en fait. Stephen King. Oh bah, il y a beaucoup de très mauvaises adaptations. Carrie, mais j'accrochais plus même déjà plus sur le bouquin que sur le. Bah oui, parce que. Mais après c'est c'est autre chose. C'est un livre, tu peux pas en 1h30, 2 heures résumer un livre, quoi. C'est improbable. Quoi. Et pas nécessairement dans un téléfilm non plus, qui dure 4 heures ou qui dure. C'est très compliqué de. Et là, du coup, sur cette série-là, vous vous attendez à quoi? À un côté anthologique où ils vont essayer de reprendre des éléments de l'œuvre de King, ou carrément une histoire de malédiction ou autre, et on aurait vraiment les persos qui seraient là, qui sortiraient du livre. C'est vrai que c'est comme c'est assez mystérieux. Moi, ce que. Alors, J.J. Abrams, le problème, pour moi, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et donc, il faut voir Stephen King quand même, ça part des gens qui ont le Shining, hein, et ça va jusqu'aux extraterrestres des Tominokers. Ouais. Alors, comment mélanger tout ça dans une série sans que ça soit n'importe quoi? Ça va être dur. Ou alors se concentrer que sur le Shining, par exemple. Oui, James. Alors, moi, je tiens à me... Je suis outré, attention à ce qu'on dit sur J.J. Abrams, qui pour moi, le messie, le mec, tout ce qui touche se transforme en or, surtout en série télé. On respecte les avis. Ouais, en série télé, quand on voit Fringe, on voit Lost, on voit... Il a fait Felicity aussi. Felicity, c'est pas terrible. Il a pas fait le truc avec Karl Urban aussi Almost Human, qui était pas mal, qui était vraiment cool. Il avait fait Alcatraz aussi avec Rory Garcia. Ouais, qui était cool, et Sam qui était sympathique. Ouais, mon ami Sam Neill, que vous avez peut-être vu dans Jurassic Park. Ouais, donc moi je trouve que J.J. Abrams c'est souvent du très bon, notamment Lost qui est pour moi la meilleure série de tous les temps. Et moi j'ai aimé son Star Wars. Son Star Wars c'est très très bien. Alors attention, on a un inconditionnel de Star Wars avec nous, hein. Attention. Il n'y a pas plus fan de Star Wars que Faye, je pense. Et... Ouais. Moi, j'ai adoré. Je trouve qu'il a réussi à rassembler les vieux et les nouveaux. Et là, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec l'épisode 8. Je suis à fond, quoi. Moi, je on n'est pas sur Star Wars. C'est pas le sujet. Mais en série télé, en tout cas, il a souvent un très très bon nez. Donc souvent, il fait juste le pilote, puis après il se casse. Mais il arrive souvent à réunir une bonne équipe autour de travailler sur les séries. Donc... Et Castle Rock, ouais, ça a l'air cool. Donc toi, t'es tenté? Ouais, moi, ça me hype. Ok. Est-ce que vous, du coup, vous êtes intrigué, hypé? Vous avez un peu peur? Mais moi, ça serait mon kiff absolu, qu'il y ait une série qui tourne autour de Stephen King et qui soit géniale, quoi. Mais j'ai peur que ça soit pas génial. C'est tout, c'est ça, simplement ça. Si le trailer qu'on voit, ça prend pas grand-chose, quoi. Enfin, ça permet pas de donner une opinion. Mais moi, je serais le demandeur premier. Je signe de suite. S'il y a une bonne série qui tourne autour de l'univers de Stephen King. Ah pareil. Je signe aussi. Pareil. Je sais pas si vous avez vu The Mist dernièrement. C'était une catastrophe. D'ailleurs, ça a été annulé. La tristesse de cette série, quoi. Oh. Le film était suffisant, quoi. C'était pas la peine de faire une série, quoi. Mais oui, je suis d'accord, le film se suffisait à lui-même. Je vous encourage à voir le film d'ailleurs, les gens, si vous l'avez pas écouté. Peut-être que nos amis... Oui, mais moi je parlais aux Canadiens. Peut-être que nos amis, justement, feront un podcast dessus, on ne sait pas. C'est possible. Ouais, vous avez pas fait de Stephen King à part ça en hors-série Mais il y en a à venir. Ok. Ah, c'est bien.
On n'en est qu'à nos débuts, attention. Bon, on va quand même rester dans le domaine de la peur et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, j'avais envie un peu de faire un petit état des lieux, de voir comment le média des séries télé arrivait à nous faire frissonner. Alors c'est vrai que quand on pense à la peur, on pense direct à des séries fantastiques ou d'horreur. Et donc on va partir un peu sur ça et on va voir si finalement ce sont ces séries-là qui nous font le plus peur et si elles traitent bien du sujet. Donc d'abord on va commencer par parler en fait de ces séries qui sont anthologiques. Elles refont d'ailleurs leur apparition avec American Horror Story, avec par exemple la série Slasher dernièrement sur Netflix. Ouais. Donc ce sont des séries qui soit vont nous faire un épisode, une histoire, soit sur une saison on aura un fil conducteur. Donc on a pas mal d'exemples, les Contes de la Crypte. Mais les Contes de la Crypte ils vont revenir, non? Alors il y a un avait reboot en préparation. Alors non, il y avait Night Shyamalan qui devait faire un reboot, mais finalement le projet a été abandonné. Et c'est tant mieux. Ouais, c'est clair. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu un côté old school. Comment vous voyez ça? Vous aimez ce type d'anthologie? C'est-à-dire en fait les séries à épisode unique, en fait, c'est ça. Alors les anthologies, soit si tu préfères les séries avec un épisode unique à chaque fois, une histoire à chaque fois, ou si tu préfères un peu plus genre que ce soit une saison, une thématique, comme par exemple American Horror Story qui change d'univers à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi en fait c'est comme pour un film en fait. Si chaque épisode, même sans rapport avec les autres, a du contenu, est intéressant à regarder, pourquoi pas. Après, les Contes de la Crypte, c'était souvent inégal. C'était en fonction du réalisateur qui passait derrière la caméra, quoi. Ça c'est vrai, souvent au niveau de l'histoire ou du réalisateur, il y a des épisodes qui m'ont marqué. Moi par exemple, je me rappelle d'un épisode où c'était une histoire d'un marionnettiste qui avait une espèce de marionnette maudite qui à un moment lui coupait la main ou lui mangeait la main. Je me rappelle, ça m'avait un peu effrayé à l'époque et il y avait certains épisodes qui étaient très risibles. Oui, James, tu veux dire quelque chose? Après, on n'a pas parlé, on n'a pas mentionné ces séries-là, mais moi, quand on me parle de séries d'anthologie, ça me fait beaucoup penser aux vieilles séries que je regardais quand j'étais un peu plus jeune, type Fais-moi peur, Chair de poule, il y avait quoi d'autre comme truc dans ce style-là. Moi, qui vraiment m'ont marqué quand j'étais gosse. Je suis sûr que si je regarde maintenant, je vais me dire mais non, ça fait pas peur du tout. Mais quand j'étais gosse, ça me faisait vraiment flipper, notamment le générique. Toi aussi à marionnette encore. Le générique de Chair de poule, il est assez flippant avec l'espèce de lettre qui bouge là. Et même celui de Fais-moi peur, il était assez stressant. Je trouvais qu'il y avait à chaque fois il y avait des petites bonnes idées dans certains. Bon, après, j'ai pas comme ça en tête d'épisodes précis, mais j'ai vraiment souvenir de petits frissons. Des petits frissons d'angoisse quand j'étais gosse devant ces trucs. Je sais pas si vous en avez des souvenirs. Oui. Ouais. Pour info, Fais-moi peur, c'était celui où c'était les petits drôles qui étaient réunis autour du feu de camp et chacun racontait son histoire, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'ai ma mémoire qui flanche pas trop, ça va. C'est genre des histoires d'horreur, mais pour les enfants, en fait. Ouais, voilà. C'était un peu comme les Contes de la Crypte, mais pour les gosses. D'ailleurs, il y avait un dessin animé des Contes de la Crypte. Ouais, qui était pas mal. Sur M6 Kids, je le regardais. Mais du coup, voilà, j'ai une question à vous poser, vous qui regardez beaucoup de films d'horreur. L'atmosphère, c'est quelque chose d'important. Et est-ce que vous pensez qu'une série qui va prendre son thème, par exemple, je prends l'exemple de Slasher qui sur la saison 1 donc prend un film de Slasher style Halloween et distille ça sur une saison entière. Est-ce que vous pensez que si on regarde un épisode par semaine, finalement ça gâche pas l'atmosphère qui est quand même super important pour ce genre? Si, carrément. En fait, à partir du moment où on regarde une série donc où le thème va être développé sur toute la saison, en fait, il vaudrait mieux en fait le binge-watcher, quoi, parce que sinon on perd l'ambiance. Ouais, on est déconnecté à chaque fois. Faut attendre une semaine. En une semaine, ça retombe. Alors soit il faut se retaper l'épisode avant pour voir la suite, soit il y a un vieux résumé en début d'épisode. Mais le coup de un épisode par semaine, ça marche mieux pour les épisodes uniques. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Ludo parce que c'est vrai que le film d'horreur marche énormément sur son ambiance. Donc force, comme il dit, en une semaine on a le temps de retomber, quoi. Donc le côté horreur on le perd, quoi. Le côté sur 40 minutes ou sur 20 minutes t'as pas le temps de faire monter la tension comme dans un film de 1 heure et demie, et tu vas pas pouvoir avoir 20 minutes à chaque fois où tu fais remonter de la tension pour final t'as pas les mêmes clés de... T'as pas même American Horror Story marche pas sur ce genre de le même genre de peur que un film comme ça ou comme mais American Horror Story, je trouve que ça fait plus crade, malsain que mais vraiment Ryan Murphy en même temps.
Ouais, c'est malsain. Ouais, c'est American Horror Story, c'est plutôt sur le côté malsain des choses, quoi. Ouais. Mais ça fait partie du cinéma d'horreur aussi, hein. Attention. Le cinéma gore, c'est pas un cinéma qui fait peur, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Enfin, il y a le gore, mais je trouve que maintenant, ça se voit autant dans les films récents d'horreur que dans l'exemple d'American Horror Story. C'est qu'on a vraiment ce côté crade qui pègue, enfin, excusez-moi, qui poisseux, colle, un peu, ouais. voilà, poisseux, et qu'on n'avait pas vraiment sur. Bah sur si, regarde Massacre à la tronçonneuse, c'est vachement. Ouais, mais Massacre à la tronçonneuse, t'as du sang et tout, mais t'as pas ce même côté, comme s'il y avait un filtre grisâtre, noirâtre. C'est un peu comme s'il y avait de l'huile noire d'X-Files sur tous les plans, un peu, tu vois, des fois. Si, moi j'avais un peu l'impression, parce qu'on l'a revu au ciné il y a pas longtemps, et vraiment t'as ce côté un peu. Tu sens que t'es au Texas, que tu transpires parce qu'il fait chaud et tout, et il y a ce côté poisseux, et enfin je sais pas si c'est on parle du même truc, mais. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, tu l'as vachement dans. Tu l'as pas vu encore la saison d'American Story où ils sont aussi en Louisiane, enfin ils sont dans les États du Sud en Louisiane. Il y a ce côté vachement très la chaleur. C'est avec les sorcières. Ouais, avec les sorcières. Celle-là, je l'ai un peu zappé. J'ai vu celle du cirque. Pas du cirque, la foire. J'ai pas vu le cirque, moi. Ça c'est écrit. Je crois que j'ai vu que les 3 premières. En fait. Si t'aimes pas les clowns et autres compagnie un peu comme ça. Ouais, j'aime pas trop les clowns. Et par contre, il y a une autre question sur ce genre-là que j'ai pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que ces séries anthologiques, finalement, c'est pas un moyen de rendre hommage à tous nos héros des films d'horreur, quand on a des séries comme le Master of Horror, où il y avait justement des grands réalisateurs de renom? Il me semble que Carpenter avait fait... ouais, Toby Hooper aussi. Voilà. Du coup, est-ce que vous pensez que ça peut être un moyen de remettre en lumière ces grands artisans du genre? Si on aime les grands artisans du genre, ceux qui ont fait des bons épisodes et qui ont marqué, qui ont été marquants, autant regarder ce qu'ils ont fait eux. Oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est une très bonne idée. Et est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur les anthologies? Sinon, je fais le lien justement avec ce que tu dis et la suite de notre programme. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Si, sauf éventuellement repréciser que X-Files est une série qui se permet de mélanger les deux. C'est-à-dire l'anthologie et l'hommage. Avec le Freak of the Week. Ah oui, on en parlera tout à l'heure justement de ça. Et là justement, je passe justement dans ce côté continuellement chercher à faire des hommages avec ces séries qui sont des adaptations de grands films. Récemment, on a vu par exemple la série L'Exorciste. On a eu La Malédiction qui avait été adaptée en série, qui a duré une saison, qui était vraiment pas terrible. On a Evil Dead. Bon, mais là, c'était un grand projet Sam Raimi qui essayait de faire son Evil Dead 4 depuis un moment. Finalement, c'est en série, donc H versus Evil Dead. On a des adaptations aussi de comics d'horreur. Enfin, on a beaucoup de choses. Et il y a Preacher, il y a... Ouais. Mais est-ce que ces séries-là sont vraiment intéressantes ou est-ce que c'est une perte de temps et il vaut mieux rester au matériel de base? Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Tu m'as déconseillé Scream. Scream était très très mauvais. Scream est une série qui a été produite par MTV où tous les persos sont des jeunes cons et il suffit de voir 2 minutes d'épisode pour savoir ce qui va se passer dans la saison. Ah, puis c'est une purge à regarder, quoi. Ah, c'est horrible. Et ils jouent super mal. Ils ont été jusqu'à même remplacer le masque de Scream, quoi, ce qui faisait toute l'imagerie du film. Quoi. Ah non, mais c'est une hérésie, quoi. Franchement. Ouais, donc moi ça me parle pas du tout. Genre, les adaptations peut-être de comics ou comme Preacher qui est pas mal quand même. Walking Dead, comme je ou disais, Walking Dead qui est moyenne. Moi je regarde pas Walking Dead donc je peux pas juger. Mais pourquoi pas? Mais des adaptations de films, je vois pas trop l'intérêt. Enfin autant regarder le film quoi. Bah voilà. Genre, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à rajouter, quoi? Si éventuellement c'est pour développer un univers autour, pourquoi pas? Mais si c'est simplement pour gratter un billet en faisant une série de plusieurs épisodes sur quelque chose qui pourrait être raconté dans un film, bah fais un film, quoi. Fais pas une série. Il y avait pas une série sur Freddy avec. Alors, il y avait dans les années 80, t'avais une série. Bah, c'était plus dans les anthologies. C'était Freddy qui te présentait des histoires un peu comme le conte de la crypte. Ah ok. C'était les cauchemars de Freddy. Voilà, exactement. Et c'était tout pourri. Ça dépendait des histoires. Des fois, c'était marrant. Enfin, moi, ça me faisait rire. Ils avaient pas de budget, les pauvres. Ouais. Bon, il faisait pas peur. Mais Wes Craven, il avait. Je crois qu'il produisait, mais je suis plus sûre. Ok. Donc il a mis son nom et puis s'est cassé en mode. Et je voudrais avoir l'avis un peu féminin de ces demoiselles qui sont là. Donc Aurélie, Valérie, vous comment vous voyez ces adaptations de films en série? Valérie, tu veux? Alors, on a regardé The Mist, mais alors. Voilà, c'est une catastrophe. Le film, j'avais bien adhéré. Et la série, par contre, je me suis vite perdue dedans. J'ai pas aimé du tout.
Après, on a aussi regardé Scream. Alors, le film, bon, ça se regarde, il se regarde. La série, bon, je me suis endormie devant. Hein, c'était assez. J'ai pas Tu aimes peur, pas Scream ? Non, elle parle de la série. La mais elle a parlé série du film Scream. avant. Ah, le film, oui, j'ai aimé le film. Mais la série, j'ai eu peur. c'est l'adaptation, non, c'est pas possible. C'était vraiment. Si elle avait pas aimé Scream, je l'aurais viré de l'équipe. Ouais, c'est ça apporte rien en plus, et je trouve Non. que ça dénature le propos du film, ça dénature le côté mythologique, parce qu'on parle beaucoup de mythologie, je trouve, dans le genre Après, c'est horreur. compliqué de faire un bon Scream. Comme c'est un film d'horreur qui parle de film d'horreur, Ouais. faire du bon méta, c'est très compliqué. Oui, c'est ça. Alors après, moi je Oui. dis il n'y a pas de secret, hein, parce que en fouinant un peu, j'ai vu, alors je crois que le nom de la chaîne c'est CW, qui a voulu adapter Vendredi 13 en série et qui a lâché l'affaire. Donc je pense qu'il y a une raison pour ça. S'il n'en a pas voulu du projet, c'est que forcément, adapter une série à partir d'un film, ça doit pas être... C'est-à-dire que Vendredi 13, c'est pas tellement le scénario. C'est pas facile, ou alors il faut Non, mais vraiment... puis c'est surtout que combien ils en ont sorti des Vendredi 13. Donc en Ouais, plus, une ils s'attaquent à une série, à un film qui est déjà en plusieurs films. Oui, Quoi. mais chaque épisode de Vendredi 13, c'est le même. Oui, donc Et puis, qu'est-ce alors, que tu veux je sais faire pas si dans vous avez une vu le série, remake quoi. de Vendredi 13. C'est une horreur. Après, le le remake. genre slasher, c'est peut-être pas une très bonne idée, quoi. Bah, le genre slasher, à la rigueur, ça serait celui que je mettrais le plus en série, mais il faut Ah ouais avoir une intrigue qui soit bétonnée et changer le langage. Tu vois, il faudrait révolutionner les clichés, enfin, tu vois, trouver une autre façon de raconter ça par le biais de la série télé. Après, c'est pas du tout la question du podcast, mais est-ce que vraiment le genre du slasher veut faire peur? Moi, le genre slasher, ça me fait plus rire qu'autre chose, en fait. Disons Je que- regarde pas Freddy ou Vendredi 13 pour avoir peur. Ouais, enfin, nous, en tant que passionnés de cinéma d'horreur, on en a vu beaucoup, et maintenant, pour avoir peur devant un film, ça devient compliqué. Alors, devant une série, c'est encore pire. Regarde Ça, je suis Chucky. d'accord. Chucky, ça a jamais. Bah non, Bah, Chucky, c'est de- rigolo. de faire Chucky, peur, c'est ouais. toujours mi-drôle, mi-horreur, quoi. C'est pas vraiment. Moi, quand Enfin, même, tu vois le Freddy, dernier. dans mon enfance, m'a traumatisé. Hein. Le gars Ah qui oui, non, mais s'insinue dans tes Freddy, rêves. ça, c'est un cas autre. Ouais, pour moi, Moi, Freddy, ce qui quand m'avait même, traumatisé, c'était l'épisode des c'est un cap, Simpsons hein. de Halloween sur Freddy, où c'était en fait Willy le jardinier qui faisait Freddy. Et je sais pas pourquoi ça m'avait plus traumatisé que le film. Il y a un épisode de Rick et Morty qui est assez cool dessus, où ils reprennent le délire de Freddy. Et ils font en fait, ils mélangent Inception et Freddy. Ouais. Et en fait, c'est tu vois Rick et Morty qui voyagent dans les rêves. Et au bout d'un moment, ils arrivent dans un monde où il y a un Freddy et ils rentrent dans le rêve de Freddy. C'est super drôle. Ok. Mais À voir. après, voilà un exemple aussi qui montre que peut-être justement des styles d'horreur ne fonctionnent pas en série. On a le cas de Walking Dead qui en est à sa 8e saison, me semble-t-il, et ça Oui. traîne en longueur, alors qu'une attaque zombie, c'est quelque chose qui devrait être plus, je sais pas, qui devrait être plus se sentir étouffé, enfin vraiment travailler son ambiance. Et moi, Walking Dead, franchement, j'ai de plus en plus de mal. Hein. Oui, James. Après, même, enfin, je juge en comics parce que j'ai plus lu le comics. Ah, mais c'est parti en couille aussi. Walking Dead, c'est pas vraiment une série qui parle d'horreur, c'est une série qui parle d'humains. est d'accord. Parce que c'est les interactions entre les humains qui sont mises en avant plus que vraiment les trucs avec les zombies. Et moi je trouve que même le peu que j'ai vu de la série, ça part plus sur ça. Enfin, c'est plus des infectés que des zombies, hein, Oui. pas si quand même. Mais c'est vendu comme un truc de zombie, alors que oui, effectivement, comme tu le décris toi, ça parle ça d'humain pourrait en fait, ça parle de relations humaines et de comment on gère l'apocalypse, quoi. Donc ça parle pas vraiment d'horreur à proprement dit. Bah, c'est Est-ce ça, que en fait. ça peut être- oui. En fait, dans Walking Dead, les zombies, on pourrait faire une autre série en remplaçant les zombies par des loups. Ça marcherait aussi. Oui, c'est une apocalypse comme une autre, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, les véritables méchants dans la série Walking Dead, c'est les humains envers eux-mêmes. Et est-ce que vous pensez que du coup, au niveau marketing, image de la série, ils se sont bien éloignés du côté qui était mis en avant au début, vraiment on vous montre plein de zombies, on vous montre plein de trucs, et que c'est vraiment ce côté-là plus psychologique qui est plus Et mis en c'est- avant maintenant? C'est- Attends, James, excuse-moi, laisse répondre. Laisse répondre les invités. Excusez-moi. Disons que, en fait, le problème du film de zombies, c'est que, hormis la horde de zombies qui attaque et qui déchire tout, un zombie, c'est quand même un personnage qui a peu de dangerosité en lui-même. Une fois qu'on lui a pété les dents, il sert à rien, quoi. Donc faire 8 saisons, moi je trouve que c'est vachement bien d'avoir réussi à faire 8 saisons avec des zombies, parce que
franchement, on est obligé, on le voit en regardant la série, on est obligé au bout d'un moment de trouver quelque chose d'autre que le zombie pour accrocher les gens, parce que le zombie tout seul, c'est pas suffisant. Ça fait pas assez peur. Oui, James, tu veux réagir? Excusez-moi. Mais même dans les films même dans celui de Romero, même dans les films de Snyder, je sais pas comment il s'appelle. Il y a toujours le côté humain. Oui, c'est l'humain dans le film de zombie, c'est l'humain qui est intéressant, c'est les interactions entre les personnages. Le zombie, ça reste une menace qui plane au-dessus d'eux, et c'est ça qui est intéressant. Donc moi je pense même si la série est pas géniale d'après ce que t'en dis, je pense qu'ils ont bien fait de rester sur cette veine-là. Le problème, c'est que la série, il y a un gros problème de rythme pour moi, et le côté psychologique est parfois pas assez travaillé. C'est juste des fois ils vont un peu trop dans le spectaculaire pour faire parler de la série en fait. Et du coup, à contrario, moi je trouve que ce côté psychologique est vachement mis en avant dans Fear the Walking Dead. C'est plus, je trouve, ce rapport entre êtres humains en pleine apocalypse qui est vachement mis en avant. Je sais pas si vous avez vu Fear the Walking Dead. Oui, j'ai suivi les saisons. Bon, j'avoue que j'ai un peu délaissé parce que j'ai eu du mal avec les dernières saisons. Mais la première saison, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Le fait que justement il y avait ce début d'épidémie, qu'on voit comment les gens s'organisent, qu'on voit justement les interactions, comme tu dis, entre eux et tout, c'était très intéressant. Mais c'est vrai qu'après, j'ai un peu lâché sur la fin. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais il y avait des moments qui étaient quand même parfois un peu angoissants. Quand on voyait les personnages cernés, qu'on savait pas s'ils allaient s'en sortir. Je pense au final de la saison 1, il y avait des moments quand même assez... Je sais pas si vous avez ressenti pareil. Ouais, mais moi je trouve quand même que c'est vraiment ce rapport à l'autre qui est prédominant dans toute la saison quand même, et même dans la saison 2. Et c'est intéressant aussi parce que du coup c'est une autre façon d'aborder le film d'horreur. C'est à côté du monstre, de l'horrifique, il y a mais comment on réagirait nous face à cette situation. Oui, tu dégages une thématique intéressante justement, à savoir si un peu ce qui nous fait vraiment peur maintenant, c'est pas finalement les autres, nous-mêmes, la société. Ça peut être une thématique intéressante et qui permet un peu de renouveler, d'apporter un nouveau souffle. Et justement, on parlait de peur de la société, des choses comme ça. Et il y a des séries finalement qui sont peut-être plus intéressantes dans ce côté. On va avoir peur, on en parlait avec X-Files et tout. C'est des séries fantastique, science-fiction, qui proposent le fameux Freak of the Week. Donc, c'est-à-dire, dans chaque épisode, on a une nouvelle menace, un nouveau monstre. Et tu parlais, il me semble, Ludo, que ça rendait peut-être plus hommage, justement, à l'horreur. Donc, comment tu vois ces séries-là? Est-ce que c'est ça qui t'a marqué le plus? Est-ce que tu as l'impression... d'où tu vois l'inspiration? Est-ce que c'est une inspiration plus des peurs, comme on a dit, de la société, de la science, ou c'est des peurs qui sont liées au fantastique, vraiment? J'interagisse pendant qu'ils réfléchissent. Bon, alors si quelqu'un veut répondre avant lui, allez-y. Comment vous voyez ce fameux Freak of the Week, son évolution donc de ce début à maintenant? C'est plus une ficelle scénaristique que vraiment autre chose. Tu vois, même quand tu regardes même les séries policières, il y a toujours c'est pas Freak of the Week, mais c'est le meurtre à chaque fois qui revient. Oui, parce que en fait, je trouve pas qu'il y ait d'éléments marquants là-dedans. C'est plutôt comment est traitée l'histoire, puisqu'en réalité, on a fait un peu le tour de tout ce qui pouvait être monstre. Même s'ils ont une allure différente, s'ils ont une façon d'interagir différent avec les gens, on a fait le tour de tous les monstres qu'ils pouvaient avoir. Donc moi je considère pas qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans. Après on peut toujours voir par exemple George Romero quand il a créé les zombies, c'était une critique directe qu'il a fait. Mais on peut toujours voir ça dedans. Moi je fais pas partie des gens en fait qui essayent de trouver des messages cachés ou des références à la société du moment dans tout ce que je regarde en fait. Moi tu vois par exemple je trouve que dans certains boogeyman, je reprends l'exemple de X-Files, il y a beaucoup de monstres qui sont en fait issus de la science, donc les dérivés de la science, qui sont issus de la société. Bon, dans la science, on peut pas rester sans parler de Tooms, par exemple, qui est la mutation génétique, qui est quand même une figure qui a terrifié pas mal de gens. Moi, je sais qu'encore, je regarde toujours dans mes toilettes pour voir s'il n'est pas caché dedans. C'est un exemple, mais c'est vrai que il y a beaucoup de créatures comme ça. Il y avait un gars qui avait une ombre qui mangeait les gens. Enfin, il y avait plein de choses. James, oui.
Mais ce qui est cool avec le Freak of the Week, c'est que c'est une ficelle scénaristique qui te permet de pouvoir. Tu prends les peurs, mais les peurs de la société, et tu t'en fais un monstre, et du coup, c'est sans fin parce que tu peux prendre toutes les peurs que tu croises. Justement, t'as les peurs primaires, les peurs d'enfants. Toi, tu parles de X-Files, mais moi, ce qui me marque le plus dans ce cas-là, c'est peut-être même Buffy. Justement, Buffy est très James, dans ce cas-là où il y a peut-être justement, James, je t'arrête parce qu'on a des auditeurs justement, parce que j'avais posé la question des épisodes qui avaient fait le plus peur à nos auditeurs, et on a Stéphane par exemple qui nous a cité un épisode de Buffy de la saison 1 qui s'appelle Billy, qui est un épisode justement qui est basé sur le cauchemar, qui rend hommage un peu à Freddy et qui rend aussi un peu hommage à Stephen King, où on a en fait un gosse qui est dans le coma et qui se voit poursuivre par une espèce de croque-mitaine un monstre, et en fait ce gosse va rendre réel les cauchemars de nos personnages, et donc on a beaucoup de thématiques intéressantes. Et pour rester dans Buffy, on a aussi Zoé qui nous a cité un épisode de la saison 2 qui s'appelle Réminiscence, où dedans en fait ça traite de la peur, où quand il est à l'hôpital, tu vois, la peur de mourir, la peur, enfin tu vois ce que je veux dire, la peur des microbes, où on a une espèce d'ogre qui s'attaque à des enfants qui ont la fièvre pour les tuer. Elle nous a aussi bien sûr cité les Gentlemen. Bon là c'est plus la peur, le conte de fées, c'est plus un peu plus fantasy. C'est vrai qu'ils font flipper les Gentlemen. Mais Buffy a beaucoup marqué parce que ses peurs se rattachaient à des thématiques, le passage à l'âge adulte, des thématiques, je sais pas, liées à la famille ou autre. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si vous êtes fan de Buffy ou autre, ou si vous voyez des types de personnages peut-être qui vous auraient marqué dans d'autres séries. Attention, si vous n'aimez pas Buffy, vous quittez ce podcast immédiatement. Oh. Non, ça va, moi je peux rester alors. Bon, ça va alors. Non, mais une figure qui vous aurait marqué, que ce soit dans n'importe quelle série, parce que ça faisait référence à une peur que vous aviez déjà en vous ou autre. Ah, James est pressé de répondre. Moi, on en a parlé en fait en off. Je trouve que Buffy ça marche bien parce que déjà tous les trucs que tu as montré, mais encore une fois, c'est une façon différente de faire flipper avec la série télé. C'est l'accroche que tu as avec les personnages, et moi je sais que j'ai beaucoup accroché avec les personnages de Buffy, même tout le Scooby Gang, et je pense que l'épisode qui m'a le plus marqué dans ce cas-là, c'est l'épisode où elle est en hôpital psychiatrique et on croit que tout son monde en fait dans la saison 6. Ouais, tout son monde est en fait n'est pas réel, et ça te fait peur parce que tu dis mais merde, en fait tout ce que j'ai vu depuis le début, c'était dans sa tête, et ça te fait pas peur physiquement, mais tu as cru que tu étais fou. Ouais, tu as cru que tu t'avais rendu fou et tout. Non mais c'est en touchant aux personnages auxquels tu t'es attaché et auxquels t'as investi, parce que t'as regardé je sais pas combien d'épisodes en suivant le même personnage, tu vas avoir peur pour ton personnage, et je trouve que Whedon est très fort dans ce cas-là. On peut le citer, la fameuse mort de la maman de Buffy. Mais le spoil. Ouais, bon, c'est bon, ça va, ça a 20 ans. Elle a 10 ans la série. 20 ans. 20 ans. Donc ouais, c'est assez marquant quand tu la vois mourir comme ça, tu te dis ah. Et j'ai pas le droit de continuer. Donc si, continue, mais c'est qu'on est un peu en retard. C'est pour toi parce que ton émission suivra celle-ci. Donc, Eh oui, c'est vrai. Mais au pire, on fera un bonus. Mais après, c'est vrai qu'aussi dans. Oui. On s'attache aussi à sa petite sœur aussi, qui est la clé, et on sait pas trop ce qu'elle va devenir, sa petite sœur. Oui, la petite Dawn. Dans le même genre. Exactement. Et puis après, c'est vrai que la peur infantile, c'est quelque chose qui fait pas mal réagir. Je vois dans les auditeurs, on a David qui m'a rappelé une de mes propres peurs à moi, puisqu'il nous a cité Legume Man de Téléchat, qui est une peur d'enfance, un truc creepy qui a terrorisé beaucoup de gens. Donc voilà, on mettra un petit fond de Legume Man. Moi, c'est le téléphone fœtus qui me fait très peur. Mais tout fait peur. Legume Man, c'est un super héros. Oh non, il est creepy, sérieux, il arrive, il était tranquille, il sort par la fenêtre. Bon, mais on a mieux, on a Chucky, qui sera d'ailleurs notre invité bientôt. Je croyais qu'on devait pas le dire. Mais c'est pas grave, je fais un petit teaser. Teasing. Ouais. Et elle nous a parlé d'un épisode d'Halloween de Charlotte aux fraises qui l'avait traumatisé enfant, avec une grotte apparemment, mais je n'en sais pas plus. Mais comme quoi, ouais, la peur infantile, finalement, c'est quelque chose qui revient pas mal. Hein. Mais même dans Supernatural, t'avais un peu ce côté peur enfantine. Mais je trouve que c'est une série qui marche très bien pour ça, parce que ça parle d'horreur, et en même temps ils arrivent à réinventer tout la mythologie du monstre, et on a un peu tout. Il y a même un des épisodes sur les films d'horreur de la Hammer où t'as un personnage qui se transforme en vieux film. Ouais. Bah justement, tout à l'heure on parlait d'hommage, merci James. C'est vrai que ces séries-là arrivent finalement à rendre hommage à des genres. Tu as parlé de la Hammer. On avait aussi dans X-Files un épisode qui rend un peu hommage au cinéma de David Lynch, qui rend aussi hommage au film j'arrive plus à me rappeler le nom, avec Cher, tu sais que son fils
Il a. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Il est j'ai pas de abîmé souvenir, du mais- visage. Et puis à Frix aussi. Je sais pas si vous connaissez le film Même au Frix. film noir, il y a pas tout un épisode qui est en film noir où ils sont sur un bateau ou je sais pas quoi. Celui où il part Triangle, celui où il part Ouais, dans je le. Ou crois, Scully, elle part dans. Non, c'est Mulder qui part dans le passé avec les nazis et tout ça. Ouais. Mais Non il n'est pas vraiment film noir, c'est plus film de. Enfin, guerre, Triangle aussi, espionnage. c'est aussi un film sur un bateau d'ailleurs. C'est vrai. Non mais je sais plus ce que j'en disais, oui, j'ai oublié. Ah oui, donc les hommages, ouais. Est-ce que vous ressentez finalement que ces séries-là arrivent justement à se démarquer des autres systèmes dont on a parlé, en offrant de l'hommage, en offrant de nouvelles figures de pop culture? Le côté hommage, tu le retrouves même dans les anthologies. Quand tu reprends Mhm. parler d'American Story, American Story, c'est totalement ça. À chaque saison, il rend hommage à un pan du cinéma d'horreur. Bon, après, c'est peut-être pas la peur, c'est plus le cinéma d'horreur là pour le coup. Mais enfin, quand tu regardes la première saison, c'est tous les films de fantômes. Après, la deuxième, c'est plus les trucs un peu d'extraterrestres et de trucs dans le genre là. Mhm. Je trouve que ça marche vraiment bien dans ce cas-là. Moi, j'aime beaucoup quand la série me parle de série ou me parle de cinéma. Et Donc toi, le fait d'avoir de l'hommage, ça te gêne pas, ça te fait pas sortir de la série? Ah non, ça me fait plaisir au contraire. D'accord. Parce que par exemple, je reprends l'exemple de la série récente Stranger Things, qui donc se passe dans les années 80 et fait pas mal d'hommages de façon discrète et pas trop discrète. Et certaines personnes justement se retrouvaient à sortir de l'histoire. Donc toi, ça t'a pas fait ça en fait? Bah moi on a fait une vidéo sur Stranger Things, autopromo un peu. Et donc oui, moi ça m'avait pas trop dérangé plus que ça. Après, j'aime bien les années 80, j'aime bien les films de Spielberg. Donc l'hommage, toi, te dérange pas en fait? Ouais. Ok. Et vous, est-ce que l'hommage, que ce soit Stranger Things ou autre, ça vous dérange dans une série qui est censée faire un peu peur? Est-ce que vous avez pas envie justement d'avoir que l'élément peur et pas avoir forcément un rapport avec d'autres choses qui ont été faites avant? Disons que l'hommage, en fait, il est plutôt nécessaire. Quand on veut situer une série dans les années 80, si on fait pas même si c'est un peu lourd, si on fait pas des hommages aux objets, aux lieux, à l'ambiance, enfin à tout ce qui se rapproche aux années 80, c'est dur de créer l'ambiance. C'est comme si on faisait un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et puis qu'on dit il faut rien mettre sinon ça va se voir. Faut pas mettre d'hommage à la Seconde Guerre mondiale. On est obligé en fait pour situer pour que le spectateur se situe par rapport à la chronologie. Donc toi, donc c'est pas quelque chose qui va te gêner, au contraire, t'apprécies? Absolument pas. Je trouve que moi, au contraire, je le regarde d'un autre œil. J'aime bien quand une série arrive à me surprendre en me sortant. Alors, le cas échéant, les années 80, je les ai connus. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, beaucoup moins. Mais quand une série arrive à me sortir des objets que moi-même j'avais oubliés alors que je les ai connus dans les années 80, je trouve ça génial. Ouais, ça je suis d'accord. Moi, je sais que les années 80, c'est mon doudou, donc tant qu'il y a des hommages, je suis contente. Est-ce que les filles, vous voulez réagir sur l'hommage, bonne idée ou mauvaise idée? Non, moi après je suis plutôt d'accord avec Ludo. C'est vrai que c'est nécessaire dans certaines circonstances, et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir ces petits moments de nostalgie, comme là on a pris l'exemple des années 80 et se dire ah mais je m'en rappelais plus. Moi je trouve ça, enfin moi ça me dérange pas. Ok, James, si vous voulez réagir. Après, les créateurs se nourrissent d'autres créations, donc forcément, au bout d'un moment, tu te nourris de ce que tu as vu et de ce que tu as lu, de ce que tu as vu, de ce que tu as écouté, donc forcément, tu vas le ressortir dans ta création, c'est un peu obligatoire. Hein. Ouais, donc pour toi, la pop culture a une influence maintenant sur la façon. Oui, puis c'est vraiment nécessaire. On le voit dans les séries américaines, dès qu'il y a un épisode qui se passe par exemple à Paris, il y a un scooter, enfin une Vespa en arrière-plan, ils sont à un café, il y a un mec qui joue de l'accordéon. Les clichés. Alors tiens, pour ceux qui ont vu le final de Pretty Little Liars, rappelez-vous, j'en en dirai pas plus, mais c'était bien drôle. Et un autre aspect de la peur, un peu pour étendre ça et un peu conclure, parce qu'on arrive quand même déjà à la fin de l'émission, c'était un vaste sujet, mais c'était quand même intéressant. J'ai une des auditrices à qui je fais hommage, parce que je l'aime bien, c'est Asma, qui m'a cité quelque chose de très intéressant, qui va peut-être ouvrir le débat. Est-ce que finalement, la peur, c'est pas des choses qu'on peut vivre dans notre vie au quotidien et qui va briser notre quotidien? Et elle citait que finalement elle a vu des grosses émotions avec, par exemple, elle me citait le final de la saison 6 de Grey's Anatomy. Alors si vous voulez pas écouter, fermez vos oreilles 30 secondes. Voilà. Non, c'est bon, il y avait une fusillade. Il y avait un fou qui rentrait dans un hôpital et qui commençait à tirer sur tout le monde. On a vu ça aussi dans les frères Scott aussi. Et elle trouvait que ce genre de violence qui brisait le quotidien et qui était quelque chose que maintenant on pouvait retrouver
voilà, malheureusement plus fréquemment, c'était quelque chose qui l'avait marqué et voilà, qui l'avait quelque part choqué. Et puis on parlait aussi de l'attachement au personnage tout à l'heure, et elle citait par exemple l'exemple de Game of Thrones où voilà, on s'attache à des personnages, on les voit mourir et ça fait un choc. Est-ce que vous pensez que finalement maintenant la peur ça sort du cadre des séries spécialisées, que finalement on le retrouve dans des choses plus générales en fait? Oui, moi je suis carrément d'accord. La peur, c'est pas bouh, hein, on te cache derrière la porte, là on surgit, puis c'est pas ça nécessairement la peur. C'est vrai que en fait, c'est l'empathie qui crée la peur. Ouais. C'est ça, la peur, elle a plusieurs visages. Ça, c'est pas forcément j'ai peur d'un monstre, j'ai peur de. Il y a plein de choses dans la vie de tous les jours qui nous font ressentir ce sentiment de peur. La perte d'un proche. Enfin, Donc, plein de choses. Voilà, la peur, on peut la trouver n'importe où, en fait, puisque en réalité, même dans un film d'horreur, ce qui fait peur réellement, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine. Voilà, moi c'est d'ailleurs, pour moi c'est ça, un véritable film d'horreur et un véritable film qui arrive à me faire peur. C'est pas le film qui me montre, c'est le film qui me suggère, moi. Moi, les Exactement, films, le film gore, moi, pour moi, tout ça, ça me fait pas peur. Le monstre qu'on voit et qu'on ne s'imagine pas ne me fait pas peur. Moi, c'est justement ce côté sinueux, qui s'infiltre, que toi, tu t'imagines, en fin de compte, sans qu'on te montre rien. Moi, c'est ça qui me fait peur. Oui, c'est ce côté, ça peut nous arriver, et ça, c'est vrai que ça fait peur, parce que bon, il y a des choses que l'on voit dans les films d'horreur. On sait très bien que il y aura pas d'araignée mutante, il y aura pas ce genre, voilà. Voilà, par exemple, pour parler du film qu'on disait tout à l'heure, Eden Lake, il y a rien qui fait réellement peur dans le film Eden Lake. Ce qui fait peur, c'est de se dire que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, ouais. Mais par exemple, je trouve que dernièrement, un film que j'avais beaucoup aimé pour son ambiance, c'était The Witch, où on avait vraiment tout sur une famille qui était toute seule, qui était voilà renfermée sur elle-même, dans une période où c'était la chasse aux sorcières, et on avait vraiment deux lectures sur le film. On avait le lecture premier avec le fantastique, l'horreur, et une deuxième lecture qui était plus une étude de la folie, de l'hystérie collective, et c'était super intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Oui aussi, non? On peut pas trop en dire. D'accord. J'ai compris. Voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur l'exemple de Asma qui était vraiment très, très intéressant et très, très intelligent. Parce que elle est très intelligente, je la connais. Je la connais pas, donc je peux sûrement. Je discute souvent série avec elle, donc voilà. Du coup, je voulais rebondir sur l'exemple de Grey's Anatomy saison 6, où je trouve que il y a vraiment. Comment elle s'appelle ? Shonda Rhimes. Shonda Rhimes a pris des codes du film d'horreur, parce que on voit le mec qui arrive dans l'hôpital et qui va commencer à flinguer tout le monde. Vraiment un côté très boogeyman et très on peut penser à du Halloween ou à du oui, c'est très slasher la façon dont il se déplace dans l'hôpital et tout. Et ça arrive souvent dans les films ou dans les séries plus du coup, où une série normale va te prendre des codes du film d'horreur et va arriver à te rendre une ambiance un peu pesante. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Et finalement, c'est ça qui est plus efficace et qui change un peu de tous les clichés peut-être qu'on voit. Et là, juste pour finir, parce qu'on arrive quand même à la fin, en conclusion, est-ce que vous pensez que pour se faire peur maintenant, il vaut mieux un bon film ou une série peut faire l'affaire ? Alors nos invités d'abord. Vas-y. Alors, pour moi, le problème de la série, comme on en a parlé tout au long de l'émission, ça va être l'ambiance. Après... pour moi, la peur va être plus efficace dans un film que dans une série, dans le sens où dans le film, on n'aura pas trop le temps de se poser, on va le prendre dans la tronche, ça va aller assez vite, ça va être assez ça va être un impact assez fort. Que dans une série, on va peut-être avoir du mal à retrouver cette sensation, parce que comme on disait, un épisode par semaine, ça peut s'essouffler et du coup, il va manquer ce côté ambiance. Après. Pourquoi pas ? On n'a pas tout vu. Ils peuvent trouver une façon de nous inculquer la peur d'une autre manière. Okay. Mais je pense quand même que la peur sera plus efficace dans un film que dans une série.
Moi, je pense que ça dépend. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Oui, je pense que ça dépend. C'est-à-dire que si c'est vraiment bien amené dans la série, faut pas qu'il se perde en cours de route. La peur peut être là, peut être présente. Après, voilà, tout dépend de la façon dont le scénario va être fait et comment les acteurs vont le jouer. Ou alors, du coup, on peut en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Il vaut mieux que ça soit un thème, un épisode, que plutôt que tout le long de la saison. Là, ça sera plus efficace. On pourra plus rentrer dedans si c'est un thème par épisode plutôt qu'un thème pour la saison, oui, ça c'est sûr. Et après, la peur, c'est subjectif. Hein. D'une personne à l'autre, la même chose ne fait pas peur. Donc, moi, je considère que tout le monde peut trouver la peur où il veut la trouver, quoi, en fait. Oui, après, ça dépend. C'est une question d'ambiance, de voilà, perception. Oui, puis c'est pas la peine de regarder une série d'horreur pour avoir peur, en fait. Il suffit de regarder un épisode des Anges de la télé-réalité. Même par exemple aussi, David m'avait cité un épisode d'Esprit criminel, et c'est vrai que le tueur en série, on en parle avec Manhunter, ou même il y a des films comme Le Silence des agneaux, voilà, ont une ambiance très lourde, très angoissante, et des personnages forts, et c'est vrai que ça devient un peu... Hannibal Lecter, c'est quand même un personnage qui est quand même assez effrayant, assez angoissant. James, tu voulais réagir ? Je trouve que le parallèle avec Hannibal est pas mal, parce qu'au final, Hannibal, quand tu passes en série, ça devient une série d'enquête. Et alors que c'est plus des films... Ouais, non, c'est plus des films d'horreur, au final. Un thriller, non ? Ouais, c'est moi, je le classerais plus dans le thriller que dans moi aussi, ouais. En fait, plus je réfléchis, plus je trouve que je regarde pas vraiment de films, de séries d'horreur. Il y en a vraiment peu qui m'ont marqué, mais des films, des trucs d'enquête, ou peut-être on parlait de Supernatural tout à l'heure, qui a ce côté un peu horreur. Donc je trouve que ça marche peut-être. Ce que tu disais, la peur marchera peut-être plus au ciné pour moi. Et l'horreur plus au ciné aussi. Alors c'est vrai que sur les séries purement d'horreur, d'anthologie haute, moi c'est pareil, je vais aimer celles qui auront une histoire par épisode, mais par exemple American Horror Story, si tu le regardes pas en entier, ça a pas vraiment grand intérêt. Tu comprends rien surtout si tu regardes pas en entier. Aussi. Tu prends un épisode comme ça en cours de saison, tu comprends rien à ce qui se passe. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Après, ce que je veux dire, c'est voilà, moi ce que je retiens, c'est vraiment le côté Freak of the Week avec des séries comme X-Files, comme Buffy, où il y a eu des figures marquantes dans ces séries-là. Je me rappelle d'un épisode, je crois que c'est dans la saison 8 avec l'agent Doggett, c'est ça, où c'était en fait un espèce de petit nain, je sais pas quoi, enfin il manquait le bas du corps, il était sur une planche en... Ah oui, que le cœur passé. Voilà, et il passait, ça faisait... Ah oui, et tu en as parlé de ça. Il y avait une scène où genre t'as un gamin, il est bloqué dans les toilettes et il entend le bruit, mais genre pendant une semaine j'avais l'impression d'entendre des cuits partout. C'est l'horreur, hein. Quand j'entends ça encore j'ai peur. Et il y a des choses qui m'ont marqué. Mais c'est vrai que quand j'ai vraiment envie de me faire une petite émotion, un petit truc comme ça, je vais plus me tourner vers un film que vers une série. Ouais, c'est oui, vrai. Oui, parce que le format est plus adapté. Hein. De toute façon, le format est plus adapté. C'est pas pour rien s'il n'y a pas énormément de séries de peur. Enfin, il y a des séries qui se veulent d'horreur, de peur et tout. Mais moi, j'ai jamais tressailli à un sursaut, un jumpscare comme on peut avoir sur un film d'horreur. J'en ai jamais eu devant une série. Ah oui, non, mais pareil, hein, je te rassure. Non. Et pour finir, parce que quand même, on a déjà plus d'1 heure d'émission, si vous deviez retenir un épisode de série qui vous a fait vraiment très très peur, lequel ce serait ? Alors moi j'en ai un, mais il m'a pas fait vraiment très très peur dans le sens c'était violent, c'était insoutenable ce que je regardais. C'était insoutenable, oui, mais c'est dans le sens où à cause de l'empathie que j'ai éprouvée pour ce que ressentaient les personnages à ce moment-là. C'est le double épisode de fin de saison de 6 et de début de saison 7 de Walking Dead. Ouais. Alors bon, vu qu'il faut pas trop spoiler, je sais pas trop comment je peux amener ça. Mais il se trouve qu'il y a le personnage du méchant, donc Negan, et qu'il y a toute la clique à Rick qui sont tous à genoux en rond. Et la fameuse scène de qui sait qui va mourir. Voilà, et il demande au héros, à Rick, de choisir qui va mourir. Et ça, c'est vrai que comme c'est amené, c'est super angoissant parce que tout le poids qui pèse sur ce personnage. Comment on peut choisir parmi des gens que tu connais, quoi. C'est ça, comment on peut choisir. Donc par empathie, j'ai trouvé cette scène insoutenable. Je me suis imaginé à sa place, c'est impossible de choisir. Non, mais ça c'est vrai, c'est une situation qui est super stressante. J'avoue que c'est un épisode que j'ai bien retenu. James, tu veux dire un épisode ? Ouais, moi je vais dire
J'allais dire un truc trop laisse que j'allais me faire engueuler, donc je le dirais pas. Oui, tu as intérêt. J'allais dire Galavant, je peux dire, mais où j'avais peur pour moi en me disant, mais merde, il va falloir que je regarde la suite. Ça me fait vraiment peur de regarder tu cette série. n'insultes pas Galavant, cette série magnifique que je traiterai un jour et qui a été arrêtée trop tôt. Non, une série qui m'a vraiment. Enfin, j'ai pas encore eu vraiment de trucs qui m'ont fait vraiment très très peur. Mais je dirais Lost et l'épisode de Charlie où il arrive quelque chose un truc à Charlie. Lequel ? Et Charlie dans une station sous-marine. Ah bah tu dis le final de la saison 3. Où j'ai eu très peur pour le personnage de Charlie et j'ai hurlé devant ma télé, tu peux ouvrir cette putain de porte, tu peux ouvrir cette putain de porte. Non mais n'en dis pas plus. Et je n'en dirai pas plus et ouais j'irai ça. Il ne faut pas parler à sa télé, elle ne comprend pas. Aurélie, toi, qu'est-ce que tu retiendrais comme épisode ? Ben alors moi je suis désolée mais je crois que dans mes souvenirs il y a moi la série de peur ne marche pas sur moi et du coup j'ai eu beau fouiner dans ma mémoire, j'ai aucun épisode qui vraiment m'a fait peur. Et pas un truc qui t'a marqué peut-être après c'est loin quoi ça remonte à loin, moi, les séries de peur. Maintenant, le film est arrivé, donc... Le jeu d'acteur dans Hélène et les garçons. Le jeu d'acteur dans Hélène et les garçons, voilà, très bon exemple de peur. C'est un bon film que tu conseillerais aux éditeurs à la place, ouais, voilà. Un film ? Ah oui, ouais. alors sans hésitation, The Conjuring 2, voilà, où j'ai peur tout le film, et où Valak me traumatise toujours. Avec l'homme tordu, là. T'es bien fait, hein. Valérie, tiens. Oui, alors moi, c'est... la peur réelle, non, mais plus une sensation d'angoisse dans The Slasher, dans le premier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2. Je trouve que l'entrée en matière, est quand même assez peut être assez angoissante. Et après, Walking Dead, qui est une série que je suis et que j'aime pas mal, je trouve que il y a pas qu'un épisode à citer, parce que c'est vrai que la scène que Ludo a citée est une scène qui est angoissante, mais quand ils sont au terminus, il y a plein de scènes dans Walking Dead, qui est une série où ils n'hésitent pas à tuer les héros. Donc c'est vrai que rare, dans les séries, comme dans Lost par exemple. Voilà, et il y a plein de héros qui vont mourir. Et comme on a tendance à s'attacher aux héros, on est toujours dans l'angoisse, mais lequel va mourir, quel est le suivant? Oui, parce que mais c'est ça, perdre un qu'on aime, c'est à chaque fois on regarde, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va lui arriver et tout. C'est une peur qui est assez présente. Pareil, on parlait de GOT, enfin Game of Thrones et tout. C'est vrai que c'est une des grosses peurs de ces dernières années, on va dire, avec la série. Sinon, il y a Nip Tuck qui marche bien sur les trucs un peu malsains. Un peu, voilà. Ah non, mais ça fait pas peur, ça donne envie de vomir, Nip Tuck. Ouais, mais en plus, voilà. Tu es fou, quoi. Moi, en série, alors, moi, il y a un épisode de X-Files que je ne peux pas voir et que je n'ai jamais vu. Oui, j'avais commencé à regarder, non mais j'explique, je crois que c'est dans la saison 6, un épisode justement qui est avec des serpents, et j'ai une phobie, mais un truc de fou. J'avais commencé à voir l'épisode et quand j'ai vu que c'était ça, je suis partie me cacher et je suis revenue à la fin de l'épisode pour voir la suite, quoi. C'était impossible, donc c'est vrai que c'est vraiment genre ça va faire appel parce que j'ai une phobie. Mais sinon, un épisode que je retiens qui était un peu angoissant, c'est un épisode de Buffy dans la dernière saison. C'est quand en fait Willow revient à Sunnydale et que personne la voit, et en fait à un moment on se retrouve enfermé dans une grotte et on a un démon qui s'appelle le Niar, non comme ça. Et en fait ce démon il paralyse sa victime et en fait il lui arrache des lambeaux de peau petit à petit et il les mange. Et en fait mais il y a toute une scène où il est au-dessus de Willow et qui lui prend des petits lambeaux de peau. Mais j'étais vraiment mal, quoi. J'étais vraiment mal. Il est immonde ce monstre. Il a une sale tronche. Mais la réalisation en plus elle est super bien faite. On commence à voir son ombre arriver et on entend sa voix un peu comme un Freddy. Et quand on le voit qu'il arrive comme ça au-dessus, moi ça m'a un peu pas traumatisé, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Et on doit en conclure quoi? Que c'est les années 90, en fait, c'est les séries des années 90 qui étaient le plus effrayantes, en fait. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Comme quoi... Non, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai parce qu'en fin de compte, à part Buffy... Et Buffy, c'est vieux quand même. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est les vieux épisodes qui nous traumatisaient. En fait, c'était les séries des années 90 qui marchaient le mieux, quoi. Mais en même temps, Buffy, pour n'importe quel thème, on la citera. Bon, on en parlera bientôt de Buffy, je peux spoiler aussi. Mais c'est vrai, et en même temps, est-ce qu'on peut le relier aux films d'horreur en disant est-ce que finalement, les films d'horreur, c'était pas mieux avant aussi? Oh non. Très bonne question. Pas au niveau des effets spéciaux. Ouais, voilà, c'est
C'est ce côté-là qui va mieux que le Halloween de Carpenter, je ne sais pas. Non, mais oui, c'est sûr que les films d'horreur, disons que tout a été créé, quoi. C'est ça, c'est un peu le sentiment qui ressort, quoi. C'est pas pour rien qu'ils font tout le temps des remakes maintenant. C'est ça, c'est en fait tout le filon entre guillemets de l'horreur a dû être exploité. Du coup, c'est un peu compliqué. Disons que le film avant nous faisait peur parce que ça n'existait pas. C'est le côté nouveau. Maintenant, nous, surtout en particulier, on en a tellement mangé du film d'horreur que trouver un film d'horreur qui me fait peur, c'est ultra compliqué. Parce que au final, surtout dans une catégorie où il y a un film sur 100 qui vaut le coup, quoi. C'est ça. Puis après aussi, ce qu'il y avait, c'est que les films d'avant étaient reliés à leur époque. On prend Poltergeist par exemple, c'est relié beaucoup à la peur de l'étranger, la peur de l'étranger qui infiltre notre maison, choses comme ça. Halloween, on retrouve aussi des peurs un peu qui étaient liées à des choses qu'on avait à l'époque. Et est-ce que finalement, que ce soit dans les séries ou dans les films, on ne devrait pas justement avoir un peu plus de connexion avec les problèmes actuels de la société et les choses qui angoissent les gens? James, tu veux réagir? Ouais, mais avant, qu'on regarde Halloween, tu parlais de quoi, de Poltergeist. C'est des films qui marchent très sur l'ambiance et des films, c'est pas des jumpscares, c'est pas Paranormal Activity 5 ou ce genre de trucs. Je trouve que maintenant au cinéma et peut-être en série il arrive un peu mieux, des trucs où il y a vraiment une ambiance anxiogène qui fait vraiment peur pour le coup. Moi j'en ai vu très peu et je consomme beaucoup de films d'horreur et ça fait un moment que j'ai pas vu de vrais films où il y a vraiment une ambiance. Il y a peut-être celui que t'avais pas aimé là. Attention, ne cite pas It Follow parce que je te tape, voilà, It Follow qui avait une bonne une bonne film. ambiance. Moi j'adore It Follow. Et ce film il m'a énervé. The Witch qui avait une bonne ambiance aussi. The Witch j'adore ça par contre. Mais enfin tu regardes même Insidious. Tu vois, je trouve que James Wan, lui, il arrive bien à instaurer des ambiances quand même dans ses films. Ouais, mais c'est un des seuls que j'ai bien aimé. Ça manque d'ambiance encore. Quand tu regardes le dernier truc qu'on a vu qui marchait bien, Annabelle, qui a une bonne ambiance, mais enfin non, qui a pas de bonne, qui a des bonnes idées de réalisation, mais qui manque vraiment d'une vraie ambiance horrifique. Bah ça, moi, je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance et ça travaillait vachement. Ouais, c'est un conte horrifique. T'as pas vraiment peur devant ça? Pour moi, c'est un conte horrifique qui fait réfléchir, qui donne une bonne leçon de morale, genre le fait d'affronter ses peurs pour avancer, pour devenir un peu plus fort. Et le passage justement à l'âge adulte, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est vrai. Ouais. On n'a pas parlé des séries qui parlent de peur en fait, plus qui font peur. On aurait pu l'aborder. Quelle série qui parle de peur? Des épisodes où ça parle de, le démon de la peur. Il y a plein de trucs. Ah, dans Buffy, ouais, mais c'est pareil, c'est des figures. Là, pour le coup. Oui aussi, mais dans Buffy t'en as. Hein. Ouais. Bon, enfin bref, on est quand même à pas mal de trucs. Je vous propose de conclure ici, mais si le débat vous intéresse, chers auditeurs et aussi nos invités, on peut toujours le poursuivre sur les réseaux sociaux ou autre comme on fait d'habitude, vous le savez. Oui, je sais plus où j'en étais. Oui, et du coup on va demander à nos invités de nous dire où c'est qu'on peut les retrouver si on veut avoir des idées de films d'horreur à regarder. Voilà, alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page Tu aimes les films d'horreur. Oui, on a la page Twitter @talfo TALFHO où vous pouvez venir nous parler et n'hésitez pas à nous suivre et à nous retweeter. Et nous avons aussi iTunes pour donner votre avis entre autres choses. Et en fait, il y a aussi le site directement. Vous pouvez directement voir notre podcast sur notre site talfho.com ou maintenant, en plus, depuis peu, sur Deezer. Ouais, et vous êtes également aussi disponible sur les applications Android, par exemple Podcast Addict. Voilà, vous êtes dessus. Hein. Voilà, oui, par l'intermédiaire de PodCloud. En fait. Oui, voilà, ouais. Donc voilà, vous êtes disponible partout. Il n'y a aucune excuse pour ne pas vous écouter. Comme une série, tiens. Et surtout, mais c'est fantastique. La plus mauvaise excuse qu'on ait entendue, c'est oui, j'aime pas les films d'horreur. Oui, alors non, vraiment, c'est une mauvaise excuse parce que on le prend à la dérision. Le but du jeu, c'est pas que les gens se fassent pipi dessus quand ils nous écoutent, quoi. C'est c'est peut-être bien aussi de réfléchir un peu aux films d'horreur, aux mécaniques qu'il y a et voir qu'il y a des choses qui sont peut-être ridicules quand on les entend après, mais quand on est dans l'ambiance, qu'on voit que finalement, c'est pas si ridicule que ça. Ça permet d'avoir un recul. C'est intéressant aussi, je trouve. N'est-ce pas, James? Oui. Bah oui, en plus c'est plus marrant qu'autre chose. Enfin, votre podcast, il est le plus là pour passer un bon moment. C'est du divertissement. Puis c'est toujours bien de prendre du recul justement sur ce type de films pour vraiment dissocier. Il y a des fois des gens ils peuvent le prendre trop au premier degré, donc c'est bien aussi de leur rappeler que c'est du cinéma.
c'est important. C'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à aller écouter. Vous avez vu, ils nous ont raconté plein de choses intéressantes dans l'émission, donc faut les suivre ces jeunes gens. C'est approuvé par Faye, tu as mis ton stylo. Oui, j'encourage la jeune génération de podcasteurs. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler, c'est podcasteur. Merci James. Et nous, on peut nous retrouver partout aussi, sur iTunes, Facebook, Twitter. Vous tapez Geek en série le podcast, Geek en série RCM me semble-t-il sur Twitter. On est sur SoundCloud. Enfin, vous pouvez nous écouter de partout, les amis, n'est-ce pas, James? Oui, effectivement. Voilà. Vous pouvez écouter Comics Discovery juste après, si vous m'écoutez en radio aussi. Voilà. Peut-être qu'on sera un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Non, pas de retard, pas de retard. Désolé. Oui? Non, j'ai pas entendu. Je dis on est désolé parce qu'on a participé au retard. Mais c'est pas grave, c'était un débat intéressant. De toute façon, je pense que je peux l'annoncer. Pour les personnes qui écoutent en radio, si vous voulez une version un peu plus longue, je pense qu'elle sera disponible en podcast. Ouais, je ferai un montage. Parce qu'on fera sûrement un montage radio. Donc c'est intéressant. En tout cas, moi je remercie encore nos invités d'être venus parce que c'était vraiment un bon moment. J'espère que vous avez apprécié aussi. Et on vous remercie pour l'invitation au nom de toute l'équipe. Parce que voilà, l'équipe n'est pas au complète ce soir, mais au nom de l'équipe, encore merci pour l'invitation. De rien, ça nous a fait plaisir, hein, James. Effectivement. Et écoutez, je vous dis au revoir, chers auditeurs. On compte sur vous pour partager avec nous vos émotions en série, parler de ce qu'on a un peu discuté, réagir. Et on se retrouve dans 15 jours pour une émission sur une série animée cette fois-ci. Une série assez culte puisqu'il s'agit de la série Daria. Ah, j'adorais Daria à l'époque. Ah, moi aussi, je suis trop fan. La musique plus, on aura, et tout, mais énorme. Ah non, mais c'est une grande figure, on va dire, de la pop culture derrière. Effectivement. Écoutez, j'ai hâte d'en parler. Vous verrez ça dans 15 jours avec des invités, donc je vous ai un petit peu teasé tout à l'heure, mais vous verrez d'autres surprises. On va se quitter avec... Alors, on pouvait pas se quitter sans lui, parce que voilà, c'est un peu le grand maître, et qu'en plus, récemment, il y a eu une news d'un projet de série Halloween, vous l'avez compris. On va se quitter avec le grand John Carpenter, et un morceau issu de son album Lost Theme, il s'agit de Night. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir.